Bienvenue ce matin. Donc tout le monde a joué en fait. Là pour le moment, tous les participants, mis à part Esther, ont joué au jeu. On va reparler plus largement du pouvoir, du potentiel des jeux à faire prendre des décisions aux décideurs, hein, en quoi ils peuvent être intéressants. Alors, je propose que Claude, tu commences par rappeler le fonctionnement de pourquoi on fait jouer des gens pour leur faire prendre des décisions, donc avec cette fameuse théorie de l'esprit qui peut être rappelée rapidement, Oui. et puis quels jeux ont été mis en place pour appliquer cela avec Tamara ensuite qui reprendra les différentes, sa récente expérience. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas très bien dormi, à vrai dire. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que Ah, ben, il y a c'était. des trucs qui me sont revenus euh, en disant, mais comment, enfin, ce que Béatrice disait hier, hein, comment c'est possible que, avec la conscience écologique qu'on a, on ait sacrifié la nature, en fait. Mhm, mhm. Voilà. Mais je pense. Enfin, merci de partager ça. On a des témoignages qui nous. Enfin, on le dit des fois en blaguant dans l'atelier et puis les gens rigolent et ils croient pas, mais en fait, c'est perturbant. Et la nuit, ça travaille. C'est un peu, quelque part, il y a des similarités avec une bonne séance de psychanalyse, tu sais, où c'est le Ouais, soir chez toi où tu dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? exactement. Et, Esther, donc vous êtes la seule à pas avoir joué. Euh, Oui, euh, pardon, je du, n'étais pas à Paris. Je suis oui, à bien Paris. sûr, non, non. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on va essayer de vous aider à attraper le train en marche, en sachant qu'il y a une limitation, on en a déjà parlé hier, mais qui est très forte, c'est que un des éléments clés de la méthode, c'est l'expérience vécue. Euh, et du coup, euh, ben, Esther, vous l'avez pas eu cette expérience vécue, mais c'est peut-être partie remise. D'accord? Certainement. Dès que je serai à Paris, j'essaierai de participer à un jeu comme ça. Ça a l'air Alors, extrêmement intéressant. Oui. donc j'ai préparé un PowerPoint. On n'est pas obligé de le suivre à la lettre. Je vais partager mon écran. Et donc juste, il y a des choses du coup. Je pensais qu'on aurait peut-être d'autres personnes qui n'étaient pas là hier. Donc on va aller vite sur certains points. Euh, ce que, hop, voilà. Donc la question qui était posée, hein, le titre du séminaire, c'est les jeux sérieux. Est-ce que ça peut servir comme outil pour résoudre les crises environnementales et vous verrez qu'on pense que oui on va essayer de voir pourquoi on pense que oui et quelle est la théorie sous-jacente. Alors, pour qu'on soit tous au clair sur qui parle et qui vous présente ça, on représente, Tamara et moi aujourd'hui, on représente le collectif Planète C qui rassemble à peu près toutes les institutions que vous voyez là. Alors, il y a des instituts de recherche français comme le CIRAD, AgroParisTech, Gamae à Clermont-Ferrand, suisse comme l'Université de sciences appliquées à Berne, où je suis moi professeur, ou l'École polytechnique de Zurich, où j'ai travaillé pendant longtemps avec d'autres collègues. Il y a des bureaux d'études, hein, l'ISOD, l'IF, l'ISOD à Montpellier, l'IF en Suisse, et des ONG, Commode, qui est le réseau, l'association Commode des pratiquants de cette méthode de modélisation, et le Lobby des consciences, qui est une ONG de, d'intérêt public dont l'objectif est de catalyser la transition. Donc ça, on en avait un peu parlé. Là, vous avez à peu près tous les logos. Il y a aussi la ville de Paris, non, pas la ville de Paris, l'Académie du climat, qui nous épaule là-dessus. Donc, vous voyez un consortium de chercheurs, experts, consultants et citoyens engagés. Et donc aujourd'hui, nous, c'est Tamara Pascuto et Claude Garcia. Tamara, tu veux te présenter rapidement pour Esther? Oui, Esther, bonjour. Je fais partie du coup de ce collectif et je suis sociologue de formation. J'ai été amenée dans mon parcours à être en stage avec des chercheurs qui utilisaient des jeux. Et puis, je me suis mis à mon compte maintenant et je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest sur les démarches participatives et des ateliers avec les paysans en utilisant ces méthodes-là autour de la gestion des ressources naturelles. Et D'accord, donc, merci. moi, je m'appelle Claude Garcia. Je suis professeur en gestion forestière.
Donc à la base, moi, je mesurais des arbres. Et puis en 2009, des collègues du CIRAD m'ont fait jouer et j'ai totalement transformé ma recherche, ma pratique pour justement utiliser ça. Et nous sommes seulement deux parmi un collectif. Euh, dans les beaux jours, on est 40-50. En termes d'engagement plus continu, plutôt une vingtaine. Et l'objectif, c'est bien sûr de grandir et de pouvoir, pouvoir Euh, toucher le plus et grand nombre. Julien? j'ai une question là. Je vois dans la présentation, tu as cofondé et tu diriges le Leaf Inspiring Change. Oui, Qu'est-ce que c'est effectivement. ça? Ouais. Donc ça, on l'a fondé, en fait, LIF, c'est une spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Et nous l'avons créé avec, nous sommes 9, maintenant 10 collègues euh, qui voulions sortir l'approche et la démarche du laboratoire. Alors, LIF travaille avec les instituts de recherche en fait, on collabore tous de façon régulière en fonction des projets. Là, récemment, Tamara, elle est allée dans le projet en Côte d'Ivoire auquel faisait référence Clara avec l'IF et le CIRAD au Sénégal. Enfin bon, vous voyez, on collabore tous ensemble, quoi. Ok. Mais c'est effectivement des exemples de comment est-ce que la recherche ensuite va aller sortir du laboratoire et aller engager la société civile et le monde de l'entreprise, quoi. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, hein, c'est de Ouais, sortir du laboratoire, quoi. absolument, absolument. C'est bien, c'est exactement pour ça qu'on vient à votre rencontre. Alors, en fait, j'aime bien commencer les discussions avec des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder un peu trop hier, mais il y a quand même des fondements philosophiques forts à cette méthode. Alors, je vais citer deux sources qui me sont personnelles. Tamara, tu voudras peut-être compléter ou modifier ça, mais Je vais à Lille pour l'instant. d'accord. Donc, la première, c'est tout simplement c'est cette citation de Spinoza hein, qui dit, voilà, il a beaucoup travaillé dans sa vie pour ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire le comportement de ses semblables, mais comprendre. Et voilà, et je pense que ça, c'est au cœur de cette démarche. Être capable de comprendre ce que fait toute personne, même si ça pourrait nous mettre en colère, même si ça pourrait nous paraître ridicule, si on n'arrive pas à comprendre, on ne va pas pouvoir dialoguer. Donc ça, c'est vraiment un élément clé de notre approche et de notre philosophie. Je pense qu'elle est partagée par la plupart d'entre nous. La deuxième, elle est issue un célèbre philanthrope voilà, Darvador, hein, qui dit les leaders forts, ils écrasent pas les gens, ils les soulèvent. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ce qu'on veut, c'est porter les gens. La modélisation d'accompagnement, qui est la méthode dont on parle, justement, a pour visée de comprendre les gens, de comprendre le système, d'aider les gens à comprendre le système pour qu'ils puissent ensuite par eux-mêmes prendre leur destin en main. Donc il s'agit bien, alors le mot en anglais c'est empowerment, je ne sais pas quelle est la belle phrase en français pour dire ça, mais c'est aider, soutenir, accompagner les gens dans leurs décisions collectives. Euh, certaines des idées sur lesquelles on a discuté, je crois qu'on en avait déjà parlé rapidement hier, elles ont été condensées. Il y a beaucoup d'ouvrages parce ça fait 30 ans que les chercheurs travaillent sur ces questions-là et sur ces méthodes-là, en français, en France et ailleurs. Mais là, je vous présente trois papiers récents parce qu'ils sont connectés et vous proposent et décrivent en fait la stratégie d'engagement, ce que vient de dire Julien, comment on propose de sortir du laboratoire. Euh, Dans cet article-là, publié en 2020, sur des thématiques qui sont plutôt les miennes, et pas d'autres travaillent sur l'eau, d'autres travaillent sur d'autres enjeux, la santé, mais sur la forêt, et je vais développer cet exemple. On s'est rendu compte que on a un point aveugle dans la façon dont on comprend et on formule des politiques publiques pour arrêter la déforestation. Alors, si vous suivez un peu ces dossiers, vous connaissez la stratégie française de lutte contre la déforestation importée. Et donc, on pense qu'il y a un point aveugle et on l'identifie dans cet article. Et ce point aveugle, c'est la façon dont les humains prennent des décisions individuellement et collectivement. Dans ce deuxième article qui est le centre, et Clara, c'est celui-là dont on parlait, on propose de répondre
à ce point aveugle en proposant une théorie de l'esprit. Comment est-ce que nous prenons des décisions en situation d'incertitude et en temps de crise? Vous voyez que le titre suggère que c'est particulièrement pertinent dans les jours que nous vivons et avec les changements qui nous arrivent à peu près de tous bords, hein. Et ce dernier article, c'est celui où nous avons formulé la stratégie d'engagement qui consiste à prendre des décisions sur la base de scénarios construits avec les jeux tels que nous allons vous les présenter, tels que vous avez pu l'expérimenter hier. Donc, vous voyez, il y a toute une série et ces trois s'imbriquent. Peu de gens lisent les articles scientifiques, hein. En moyenne, c'est 3 personnes, dont la mère du premier auteur. Euh, mais je vous recommande de jeter un coup d'œil. Et il y a des versions divulguées et de divulgation de ces articles, aussi bien en français. On y reviendra avec ce QR code que j'ai déjà montré hier, mais Esther, pour vous, vous ne l'aviez pas. Vous pouvez accéder sur Twitter à des liens en libre accès à ces différents articles. Je mettrai cette présentation à disposition, bien entendu. Autre chose, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions s'il y a des choses qui je dis vous sont choquantes. Donc je vais parler, comme je vous le disais, sur la déforestation. Cette tribune, nous l'avons publiée en 2018 dans l'IB et on explique justement ça. C'est qu'il serait peut-être temps de sortir du rapport de force. Il serait peut-être temps de... Et ça, c'était au moment où, voilà, où Bolsonaro et Macron, les présidents Bolsonaro et Macron faisaient des passes d'armes au sujet de la déforestation au Brésil et en Amazonie. Et nous avons proposé à ce moment-là qu'il y a peut-être d'autres moyens de dialoguer et de construire ensemble des meilleures stratégies pour peu que on prenne le temps de comprendre les autres. Et pourquoi c'est nécessaire? Eh bien, tout simplement par cette figure qui est dans le premier article publié, que je vous ai montré. Cette figure, c'est l'évolution des taux de déforestation dans le monde depuis 2007, avec, vous voyez, les bornes, les pierres blanches, c'est toutes les décisions internationales qui disent on va arrêter la déforestation. On va arrêter la déforestation, on va restaurer avec le Bonn Challenge, on va supprimer la déforestation en 2030 avec la déclaration à New York, à la COP 21 pareil, au sommet des Nations Unies en 2019 pareil. Et vous voyez que non seulement on n'y arrive pas, mais en plus ça accélère. C'est bien une perte annuelle, et vous voyez que la perte annuelle augmente, donc il y a une accélération de la perte. Manifestement, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et ce décalage entre les déclarations d'intention, entre les politiques publiques et les accords internationaux construits sur des enjeux environnementaux, et je vous le montre sur les forêts, mais on pourrait vous le montrer sur l'océan, on pourrait vous le montrer sur l'énergie, on pourrait vous le montrer sur énormément d'autres dossiers. Il y a une très belle étude qui a été publiée l'année dernière qui montre que les traités internationaux, sauf ceux qui ont trait à des accords bilatéraux de commerce, ne fonctionnent pas bien, voire pas du tout. Donc il faut repenser la façon dont on décide ensemble. C'est une évidence. Et c'est la même chose pour les COP alors? Oui, les COP, elles sont là-dedans, hein. C'est là-dedans, oui. Le UNFCCC, elle est là-dedans, hein. L'UNFCCC, alors. Donc, alors ça fait des choses, hein. Déjà, notamment une avancée colossale sur les certitudes et la compréhension des mécanismes, mais en ce qui concerne la décision et la mise en application, on voit bien qu'il y a un dialogue de sourds. Enfin, on pourrait une simple recherche Google vous montrerait tous les dessins humoristiques des chercheurs désespérés parce qu'ils ne se font pas entendre par la société. Ce diagramme, qui a été publié en 2014 par une équipe anglaise, moi, me plaît beaucoup, parce qu'il va nous permettre de penser ensemble justement les problèmes dont on parle. Les problèmes environnementaux au sens large. Je prends l'exemple de la forêt tropicale, encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Vous pourriez appliquer la même façon de penser à d'autres enjeux environnementaux. Donc sur les forêts tropicales, vous voyez, ici à gauche, sur ce sablier, eh ben, voilà, je peux passer ma vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle, pour la décrire, compter les arbres, compter les espèces, compter le carbone, compter la biodiversité, l'hétérogénéité spatiale, des images satellites. Voilà, on peut y passer sa vie. Et on y passe d'ailleurs sa vie. Sauf que ce qui est très important, c'est d'essayer de réfléchir aussi à ce qui se passera demain. Et c'est l'autre partie du sablier. Vous voyez que ce qui est aujourd'hui une forêt, demain ne le sera peut-être plus, sera différent, ne sera pas reconnaissable. Et
si nous étions capables de bien comprendre et de bien penser ce futur ensemble, nous pourrions mieux répondre à la réponse et les cannes bleues que vous voyez ici, qui essayent de desserrer les deux goulots d'étranglement. C'est quoi ces deux goulots d'étranglement? Le premier, c'est le changement climatique, qui va conditionner le futur de tous les systèmes sur lesquels on vit. Et c'est pas du tout la même chose d'avoir un goulot d'étranglement à 4 degrés ou à 2 degrés ou à 1,5 degré. Mm. Et voilà, la réponse, elle est pour l'instant pas suffisamment efficace, on le craint. Mais avant même le changement climatique, en tout cas sur les questions de forêt, mais sur l'agriculture et tout ça, c'est aussi vrai, eh ben, il y a les changements d'usage des terres. J'ai un collègue qui a construit un très beau projet pour suivre l'évolution des forêts de type pterocarpacées en Indonésie sur le long terme pour le changement climatique. Et en 4 ans, la moitié de ces plots avaient disparu avec les plantations d'huile de palme, par exemple. Donc, vous voyez, avant même le changement climatique, eh ben, ce que nous faisons de la Terre, ce que nous faisons de nos écosystèmes, mais aussi un très fort goulot d'étranglement. Et là aussi, on essaie de gérer. Hein. Et ça, c'est les accords de Montréal, Kunming sur la biodiversité, par exemple, qui sont là. Et là encore, on peut, comme la figure de tout à l'heure vous le montrait, on peut douter de la qualité de la décision, ou plutôt de son efficacité pour changer ça. Donc, il faut comprendre le système aujourd'hui. Si j'ai une critique sur cette figure, c'est qu'il manque des humains sur la première partie du sablier. Donc, comprendre le système d'aujourd'hui pour ensemble penser le futur afin de mieux décider de ces futurs. Éviter ce qui nous paraissent néfastes et favoriser ce qui nous paraissent favorables. Donc, c'est vraiment une approche de la prospective appliquée pour de l'action qui part sur une compréhension du monde. Vous voyez, ces 3 mouvements sont au cœur de toutes les démarches que l'on fait et on pense que les jeux vont nous aider justement à mieux penser ces futurs. Pourquoi? Parce que manifestement, il nous faut autre chose. Cette figure que vous avez là sous les yeux, elle a été publiée en 2002. Donc, vous voyez, maintenant en science, c'est presque de la préhistoire. Eh bien, c'est un très bel article qui explique les causes de la déforestation dans le monde tropical. Alors, pourquoi on perd de la forêt dans le monde tropical? C'est essentiellement avec l'agriculture. C'est aussi à cause du développement des infrastructures et de façon un peu moins directe, l'extraction de bois, que ce soit par l'industrie ou pour l'énergie. Alors, les 2 premiers font de la déforestation, le troisième fait de la dégradation, et dégrader une forêt conduit souvent à sa déforestation. Donc, les 3 marchent ensemble, mais c'est tout. C'est les 3 moteurs qui expliquent pourquoi on perd de la forêt dans le monde tropical. Alors aujourd'hui, il faudrait rajouter le rôle des feux, hein, et notamment des méga-feux, parce qu'avec le changement climatique, ça devient problématique. Mais voilà, on le sait. Et quel que soit le terrain sur lequel vous alliez, que ce soit à Madagascar, en Colombie, à Bornéo, eh bien, s'il y a de l'agriculture, de l'infrastructure et de l'exploitation forestière, c'est parce qu'il y a 5 familles de moteurs sous-jacents que vous avez listés là. Alors, il y a la démographie, c'est surtout les mouvements de population. Il y a les facteurs économiques, les fluctuations des prix de l'huile de palme ou du fuel, par exemple, les subventions de la PAC. Des facteurs technologiques, on est plus efficace avec un bulldozer qu'avec une machette. Des facteurs de gouvernance, est-ce que les droits sur la terre est-ce qu'il y a un cadastre? Est-ce que les droits sont sécurisés pour les populations autochtones? Est-ce qu'au contraire, il y a de la corruption? Et enfin, des facteurs culturels, est-ce que c'est une forêt sacrée ou pas? Donc, vous voyez, cette carte-là, elle était valable il y a 20 ans, elle est valable aujourd'hui, elle est valable partout sous les tropiques et d'une façon générale pour comprendre pourquoi on perd de la forêt. Ça veut donc dire que ça fait 20 ans que l'on sait pourquoi la forêt recule et comme la figure de tout à l'heure vous l'a montré, on échoue systématiquement à faire quelque chose. Ça veut dire que cette question, elle est peut-être pas si utile et si pertinente pour faire des décisions de stratégie. Comprendre le pourquoi ne semble pas ne suffit pas à nous donner les moyens d'action. Il manque autre chose. Alors au passage, cette figure, elle est très simple. En réalité, c'est dans le même article, on commence à toucher du doigt le problème, c'est que c'est complexe, c'est que tout est interconnecté avec des boucles de rétroaction et ça dépasse l'entendement même des plus brillants analystes. Mais ça, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a dans ce graphique, qui est pourtant valable, précis et enfin,
factuel, il y a ce point aveugle dont je vous parlais. Et ce point aveugle, c'est comment des êtres humains intègrent toutes ces flèches colorées et le matin décident d'aller couper, planter, investir ou au contraire refuser. Comment, par quel processus, des humains, des hommes et des femmes, partout dans le monde, intègrent cette information et décident de choses qui vont créer le problème que nous avons sur la déforestation. C'est complexe, donc tout ce qui va ressembler à une solution simpliste, il va falloir l'éviter. Il va nous falloir apprendre à travailler la complexité sans avoir des approches réductionnistes ou simplistes, parce que le monde est complexe. Et c'est là où on commence à aller, je vous l'ai dit, ce point aveugle, c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi on a des gens dans la rue qui demandent le changement et des bureaux vides, ou des politiques publiques qui échouent. Ça, ce sont les bureaux d'une grande entreprise dans l'agro-industrie qui a pris des engagements publics pour enlever la déforestation de ses chaînes de valeur en 2020 et qui a dû avouer son échec et reproposer une stratégie pour 2030. Mais ce n'est pas les seuls. J'ai pris cette photo parce que j'y étais. On pourrait multiplier les exemples d'échecs comme ça. Esther, ceci est pour vous, puisque les collègues ont déjà entendu ça. Donc, on va essayer de comprendre les raisons de cet immobilisme, de cette incapacité à agir efficacement. Et pour le comprendre, on va rentrer dans l'esprit des gens. Et pour ça, je vais vous proposer une théorie de l'esprit. Et je vais l'agrémenter avec des choses que l'on n'a pas pu discuter la dernière fois pour que Clara et Julien aussi puissent suivre. Je présente cette théorie de l'esprit comme un cheminement avec des bifurcations. À chaque fourche, une question, et en fonction de la réponse, mon décideur va continuer son trajet vers le changement ou au contraire s'arrêter et continuer à faire ce qu'il faisait. Et la première question, c'est est-ce que le décideur a entendu parler du problème? Donc, si le décideur n'a pas entendu parler qu'il y a un problème avec la biodiversité ou avec le climat, il ou elle n'a aucune raison de changer. Donc, on la range dans la catégorie, dans un archétype, on appelle ça des ignorants. Alors, ça pourra changer le jour où il en entendra parler. Si on va lui parler, peut-être qu'il changera, mais tant qu'il n'en entend pas parler, il ne risque pas de changer. S'il a entendu parler du problème, la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que cette personne croit à la réalité du problème qu'elle a entendu? Est-ce qu'elle croit à la réalité du changement climatique ou elle croit à la réalité des causes, à savoir est-ce que ce sont les humains qui le créent? Si la personne dit non, on la range dans la catégorie des incrédules. Cette personne, non seulement ne va pas changer, mais elle ne va pas vouloir changer. Elle va résister et combattre parce que le changement va contre ses croyances. En France, il y a entre 10 et 25% d'incrédules aujourd'hui sur les questions climatiques. Vous avez préféré utiliser incrédule plutôt que sceptique? Oui, parce que c'est une question de croyance. Alors, merci pour cette précision. On avait aussi pensé à un autre mot qui est beaucoup plus fort, et je m'excuse s'il choque, c'est denier en anglais, qu'en français on traduirait. C'est beaucoup plus fort, en effet, oui. C'est beaucoup plus fort. On a choisi de ne pas l'utiliser. Pourtant, il serait aussi pertinent. Mais les trois pourraient être utilisés. On a choisi celui incrédule parce que c'est je ne crois pas que. Fondamentalement, je pense pas que. Mais on aurait pu parler de sceptique aussi. Donc l'incrédule va résister au changement. Ceux qui disent oui, ok, j'y crois, soit parce que ils ont été convaincus par leurs proches, soit parce qu'ils ont eu l'expérience directe de la réalité, ils disent ok, ça devient une croyance positive et non plus une croyance négative. Et donc ils croient. Et la question qui se pose alors, c'est est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour moi? C'est important pour mes proches? On est nombreux à dire non, j'ai mieux à faire en fait que de chercher des solutions, j'ai mieux à faire que changer, j'ai mieux à faire que me battre contre les règles, j'ai mieux à faire que me battre contre l'inertie du système. Peut-être parce que mes enfants, ils n'ont rien à manger le soir,
peut-être parce que je suis en situation de survie, donc il y a des raisons très légitimes, mais ça peut être aussi parce que je veux être réélu, peut-être parce que je veux tout simplement, moi j'ai mon diplôme à passer, ou j'ai mon salaire à la fin du mois à gagner. Enfin, il y a plein de raisons pour être occupé, ou peut-être aussi parce que je pense que la solution, elle va être technologique et que j'ai mieux à faire et de développer, par exemple, de la chlorophylle artificielle ou d'aller sur Mars. Il y a beaucoup de raisons pour être occupé. C'est un ensemble très hétéroclite de motivations, mais fondamentalement, c'est il y a mieux à faire que de changer. Depuis 2009, on voit une augmentation du nombre de gens qui disent non, 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 c'est important, c'est trop grave ce qui se passe. Je ne peux pas me permettre de continuer. Et alors, il y a encore une quatrième question. Ceux qui continuent le chemin vers le changement, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont les moyens, l'influence, le pouvoir ou le savoir-faire tout simplement pour changer? Et là, il y a encore une quatrième catégorie d'acteurs qui n'arrivent pas à changer, que l'on appelle les préoccupés et qui sont en situation de dissonance cognitive. Ils n'ont pas le monde qu'ils veulent, mais ils voudraient changer, ils ne savent pas comment ou ne peuvent pas. Donc, si la transition sur les questions forestières ne s'est pas faite, si la transition écologique ne s'est pas faite aujourd'hui en France ou dans le monde, c'est parce que collectivement, nous ne savions pas, nous ne pensions pas qu'il fallait, nous ne voulions pas ou nous ne savions pas comment opérer la transition. Et on pense que là, on a un aperçu complet. On croit qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. On n'a pas trouvé, et on a des bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, que chacun d'entre nous navigue entre ces quatre catégories en fonction des événements, de ce qui lui arrive dans la vie ou euh, ou de ce que l'on apprend, de ce que l'on décide de prendre à part le corps. Il y a aussi la possibilité d'une cinquième catégorie que nous appelons les architectes, tout simplement parce qu'elle est logiquement possible en fonction de cette structure. Et donc sont architectes ceux qui ont entendu parler du problème, acceptent sa réalité, décident de l'affronter et savent ou ont trouvé les moyens pour agir de façon efficace. Il ne faut pas confondre ça, hein, je l'avais déjà dit hier, mais j'insiste beaucoup. Il ne faut pas confondre ça avec un appel au leader providentiel. Il ne s'agit pas de ça. Vous verrez qu'on travaille sur des problèmes complexes, sur des problèmes sournois qui nécessitent de l'action collective. Donc les architectes ont surtout probablement un rôle pour faire advenir la transition plutôt que de la forcer. Il faut être très puissant pour forcer la transition, il faut avoir des leviers de pouvoir très puissants, c'est possible, mais vous verrez qu'il y a aussi des risques à essayer d'imposer la transition. Donc les architectes, nous pensons que ce seront surtout ceux qui la feront subvenir. Et est-ce qu'on a des exemples d'architectes là Justement, Julien, au cœur de la décision? voilà, justement, Julien, oui, on en a, et je vais vous en donner quelques-uns et on va pouvoir en identifier entre nous si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que pour comprendre l'immobilisme, pour comprendre la paralysie, il est important, je pense, il est utile de se rendre compte que c'est parce qu'il y a quatre dialogues, quatre discussions à avoir sur l'information sur laquelle on prend on prend des décisions, les croyances que l'on véhicule ou qui sont en nous, les valeurs qui sont importantes pour nous et les moyens. Et c'est utile parce qu'on ne va pas convaincre quelqu'un dont les croyances sont opposées en empilant des données devant cette personne. Il y a des dialogues qui sont plus utiles que d'autres. Il y a des façons d'aborder ces différents leviers différemment. Et je pense que c'est utile, quand on veut développer une stratégie de changement, d'identifier ces quatre verrous et ces cinq archétypes de personnes. J'ajoute aussi que nous naviguons là-dedans et que je peux être simultanément occupé, préoccupé, incrédule, ignorant et architecte, surtout s'il y a des questions multiples qui se présentent à moi. On reviendra là-dessus et Clara, on en avait déjà parlé, et Julien, dans la session de jeu hier, vous avez navigué entre ces archétypes. Je serais peut-être intéressé de voir si ça vous a permis de réfléchir à ce qui s'est passé hier. La transition n'arrive que si on lève les quatre verrous et la science, normalement, elle est surtout très efficace pour le premier et à peu près inutile pour les deux seconds, pour la croyance et pour les valeurs. Ce n'est pas un discours scientifique et de là la frustration des chercheurs qui disent mais pourquoi on n'a pas plus d'architectes alors que nous avons les évidences du GIEC, tout simplement parce que ça ne parle pas aux croyances des gens, ça ne parle pas aux valeurs des gens et du coup les gens ne cherchent pas les moyens pour faire la transition.
Et je pense que ça, c'était comprendre ça, moi, m'a aidé à être moins frustré, clairement, en tant que chercheur. Je sais pas, Tamara, ce que toi, tu en dirais. Alors, il était question de quelques exemples. Voilà, on a essayé de réfléchir à quelques exemples. Euh, voilà, un exemple classique. Euh, j'en ai pris un à l'international. Euh, J'aurais pu en prendre un en France qui dit je me chauffe au fioul, n'est-ce pas? Euh, mais alors, il y a une précaution aussi à prendre. Je ne peux pas dire ici que M. Trump est un incrédule. Je peux juste dire qu'il se comporte comme un incrédule parce que je n'ai pas accès à son intériorité. Je ne connais pas son monde mental, son univers mental. Par exemple, il me semble qu'il a construit des digues pour protéger des terrains de golf de la montée de la mer. Ça, c'est typiquement un comportement de préoccupé ou d'architecte même sur la question comment protéger mes terrains de golf du changement climatique. Mais sur cette prise de position, publiquement, il se présente en tant qu'incrédule pour des raisons qui lui sont propres, soit parce qu'il ne croit pas fondamentalement au changement climatique, soit parce qu'il décide de prétendre qu'il ne croit pas pour des raisons tactiques. Donc ça, on ne va pas pouvoir dire cette personne appartient à cette catégorie, on peut juste se dire elle se comporte comme telle. Un autre bon exemple de personnes occupées sur la question de la transition écologique, c'était il y a quelques années, notre président qui dit je ne crois pas au modèle Amish, donc nous allons sur la 5G parce que la croissance économique de la France est plus importante que l'impact climatique de cette nouvelle technologie. Donc clairement, il y a mieux à faire. Oui, c'est vrai, je ne le nie pas, le changement climatique est une réalité. D'ailleurs, je fais le One Planet Summit, mais là, maintenant, il y a mieux à faire et on va continuer à avancer dans cette direction. Typiquement une posture d'occupé. Alors, le problème avec les occupés, c'est que sans contester le changement climatique, ils vont en contester l'urgence ou l'importance. Et il va être difficile de les convaincre d'allouer du temps, des ressources, de l'attention au problème. Ils délégueront à d'autres qui n'auront pas le pouvoir et ils ne donneront pas suffisamment de ressources à la recherche de solutions. Donc, oui. Excuse-moi, juste dans les citations célèbres, on a quand même eu Bush à un moment qui disait le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Tu le ranges dans quelle catégorie? Parce que là, pour Ah le oui, mais coup, là, c'est typiquement un occupé aussi. c'est occupé. Ça, c'est un occupé. Oui, c'est vrai, mais on ne changera pas notre mode de vie. À partir du moment où il n'y a pas de négation du récit du changement climatique, c'est que je suis pas incrédule. Je ne me présente pas en tant qu'incrédule. Attention, peut-être que je me permets, je m'autorise à dire ça parce qu'enfin, je crois qu'ils se trompent, les scientifiques, et qu'ils en font. Et donc, fondamentalement, je peux être un incrédule. Ça me paraît totalement délirant. Mais la position publique, ne pas rentrer en situation de sceptique, j'accepte, oui, c'est vrai, mais notre mode de vie n'est pas typiquement une prise de position occupée. Un exemple de préoccupé, le meilleur, celui en fait qui a été fondateur dans l'analyse de cet article, c'est bien sûr Greta Thunberg, qui, lorsqu'elle monte sur la tribune des Nations Unies, elle place le débat sur la question des valeurs. Hein. Elle est en train de demander aux gens, mais comment osez-vous? C'est une question de valeur. Elle est en train de dire comment est-ce que vous vous permettez d'être occupé alors que le changement climatique est une réalité. Euh, et c'est pas par hasard quand j'expliquais tout à l'heure que les préoccupés sont en situation de dissonance cognitive et que c'est usant et que ça détruit quelqu'un moralement. Je ne suis pas surpris que Greta Thunberg ait fait un burn-out au bout de. Enfin, euh, il me semble qu'elle a passé des moments difficiles. Donc voilà, typiquement l'exemple de préoccupé, mais nous en connaissons tous. Peut-être que le fait que vous travaillez sur les questions environnementales font de vous déjà des acteurs préoccupés. Ou peut-être architectes, on en parlera. Et là Et du encore, coup, vous avez oui, préféré préoccupé plutôt que éco-anxieux ou et, anxieux? et éco-anxieux, c'est une des modalités des gens préoccupés. En fait, D'accord, ce que nous avons compris en formulant cette théorie, c'est qu'elle ne s'applique pas que aux questions environnementales, elle s'applique à tout changement de société. Quel d'accord. que soit. Et alors, on a compris qu'elle a une vocation universelle bien au-delà de notre problématique initiale. Elle permet de comprendre toute personne, quel que soit son contexte, son background, son sexe, sa couleur, sa religion, etc.,
Et ça s'applique à tout changement, des changements historiques et des changements actuels et à venir. Et alors les mouvements comme le soulèvement de la Terre ou Extinction Rébellion, c'est Oui, alors, des préoccupés actifs, quoi. alors, si je suis passif, je suis probablement occupé. Même si, même si je souffre, si je ne me bats pas, si je ne me lève pas, je n'agis pas comme un préoccupé. Vous allez le comprendre dans la slide, dans la prochaine slide que je vais vous montrer. Le soulèvement de la Terre, Extinction Rebellion, je ne peux pas dire aujourd'hui s'ils sont préoccupés ou architectes. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Les architectes, on sait qui est architecte seulement une fois la transition est subvenue. Pendant toute la phase de combat pour faire la transition, l'architecte est noyé dans la masse avec les préoccupés. On va y venir. Le meilleur exemple d'architecte que nous avons pu trouver, et vous voyez, c'est pas sur la question climatique, c'est pas sur la question environnementale, mais à nos yeux, il représente vraiment l'archétype de l'architecte. C'est Nelson Mandela, architecte d'une autre transformation, d'une autre transition, la chute de l'apartheid. Vous comprenez déjà là que ce n'est pas Mandela tout seul qui a fait, ça a été une action collective. Nelson Mandela l'a juste incarné à un moment donné. La citation que l'on a mise, elle est aussi pertinente pour ce qui est des architectes. Ça paraît impossible jusqu'à ce que ce soit fait. C'est exactement les enjeux de la transition. Personne ne croit que c'est possible avant que ça devienne une réalité. Et donc, jusqu'à ce que ce soit fait, tout le monde va taper sur les architectes en disant mais non, c'est impossible. On ne va pas là-dedans, c'est impossible. Donc, ça montre l'amplitude de la tâche que les architectes ont à prendre et jusqu'à ce que ce soit une réalité, les occupés, les incrédules et les préoccupés risquent de lui taper dessus, risquent de le taper dessus, tout simplement parce qu'ils cherchent une autre voie. Alors, les confrontations entre les incrédules, les occupés et les préoccupés ne peuvent pas, à elles seules, résoudre le problème. Je vous l'expliquerai avec le diagramme. Ce sont vraiment nécessairement les architectes, ceux qui arrivent à trouver les solutions. Les autres sont coincés dans des conflits et la seule sortie de conflit, c'est l'épuisement d'une ou des deux parties. Donc l'architecte, et on le dit très clairement, c'est l'alternative au rapport de force. Si vous n'avez pas de problème avec le rapport de force, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, vous rentrez dans le tas. Mais voilà. Autre chose, et ça nous plaît aussi, c'est que cette phrase de Mandela, apparemment, elle est apocryphe, donc il n'aurait jamais dit ça, mais c'est encore plus, ça va encore plus dans le sens de ce que l'on veut expliquer de la difficulté à être architecte. Et là, voilà, vous me le demandiez, eh ben, on a essayé d'identifier quelques types de groupes, alors sans vouloir faire de caricature, bien entendu, mais qui pourraient représenter ou se reconnaître dans ces archétypes. Alors le plus difficile, en fait, de façon surprenante, c'est l'ignorant. Pourquoi? Ben justement parce que l'ignorant ne fait pas partie du débat. Il n'a pas été du tout inclus dans la discussion, mais on a choisi de mettre le consommateur. Pourquoi? Parce que quand je consomme, je peux avoir, je me connais moi personnellement, quand je consomme, j'oublie à peu près tout le reste. Et donc, à ces moments-là, je peux agir comme un ignorant. On pense que l'acte de consommation sur les questions climatiques et environnementales représente souvent celui qui, à un moment donné, a une amnésie partielle ou totale et choisit d'aller dans ce sens-là. On rentre ensuite dans les groupes, et là j'avance avec précaution parce qu'il est des questions, il y a des questions de sensibilité qui sont très fortes. Vous voyez, là, on utilise le mot climato-sceptique comme un exemple d'incrédule. On met les complotistes comme un exemple d'incrédule et nous mettons aussi des groupes confessionnels comme des exemples d'incrédules. Alors, sur les groupes confessionnels, je vais citer par exemple un contre-exemple. Euh, le, le Laudato Si du pape suggère bien entendu que l'Église catholique, en tout cas en tant qu'institution, ne se range pas dans la catégorie des incrédules. Mais pour autant, par exemple, je travaille au Belize avec des groupes tels que les Ménonites. Pour eux, ils sont ici pour faire l'œuvre de Dieu.
Et le changement climatique n'est pas causé par les activités humaines. Et eux vont continuer à défricher les forêts du Yucatan et pour y faire pousser des haricots. Et ils nourrissent, et ils disent, mais on nourrit la terre, on nourrit les gens. Et avec ces gens-là, il va falloir avoir des discussions euh, qui sont très difficiles. Euh, en exemple d'occuper, ben voilà, on a mis ceux qui mettent la croissance avant tout, euh, les gens qui pensent qu'il va y avoir une solution technologique qui va permettre de résoudre le problème, ou les gens qui sont écrasés, les gens qui sont subalternes et qui n'ont pas le moyen de lever la tête et de se poser la question. Et vous voyez, les activistes, les gens qui sont engagés, les manifestants, que ce soit dans la rue ou dans les bureaux ou dans les négociations internationales, hein, la plupart des gens que moi j'ai rencontrés dans les COP, qui soient diplomates, ben, sont engagés, sont préoccupés, quand ils ne sont pas des incrédules. On avait aussi le mot lobbyiste quelque part, puis on a finalement décidé de le prendre parce qu'après tout, on peut être lobbyiste de toutes les causes. Et l'enjeu, c'est que nous pouvons tous devenir architectes, pour peu que l'on se prenne à réfléchir à nos problèmes un peu différemment. Oh mon Dieu, ça fait presque une heure que je parle. Euh, Peut-être finir là-dessus, les stratégies. Euh, Vous voyez, ce qui ne change rien, tout le monde peut ne rien changer, pour des raisons tactiques, pour des raisons stratégiques. Euh, Par contre, ceux qui vont combattre, si vous combattez, c'est que vous en avez au moins entendu parler. Donc, si vous combattez, vous n'êtes pas ignorant et vous êtes probablement incrédule quand vous allez moquer, quand vous allez railler la nécessité de changer. Si vous déléguez à d'autres, si vous créez un comité, si vous dites en 2050 on le fera, c'est probablement que vous êtes en situation de déléguer, contourner, repousser. C'est plutôt un comportement d'occuper, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Clara, pas d'incrédule. Si je me proteste, si j'en m'engage, si je dis je vais le faire et que ça ne marche pas, c'est souvent que je suis préoccupé parce que si ça marche, je suis architecte. Et il n'y a que l'architecte qui arrive à transformer le système. Alors, et c'était la conclusion de cette discussion que l'on avait hier. Pourquoi ça nous échappe? Parce que la transition, avant d'être sociale et collective, doit être nécessairement personnelle. Des architectes doivent émerger pour qu'un système puisse commencer à changer. Sinon, on fait juste répondre au changement climatique et au goulet d'étranglement. Parce que l'on ne pense pas bien le libre arbitre des autres. Et du coup, ça peut nous donner une illusion de puissance que nous n'avons pas. Et parce que nous manquons d'architectes. Et tout l'enjeu des jeux, c'est comment on devient architecte. Et c'est là où ça intervient. Alors ça, je vais le sauter parce qu'on n'a pas le temps. Et on voudrait juste vous montrer quelques exemples d'applications et donner aussi la parole à... Voilà, je fais ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, mince. Excusez-moi. Hop, du coup, je vais aller vite. Voilà. Le pari que l'on fait avec les jeux, c'est que nous allons contourner ces blocages des croyances et des valeurs pour aller mettre directement les gens en situation de chercher des moyens pour changer le système grâce à l'information contenue dans les règles du jeu. Et c'est ça, en fait, l'astuce. Parce que là, on ne va prendre personne à contre-poil, à contresens. Quel que soit, c'est très respectueux, quel que soit quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos valeurs, vous pouvez venir et vous pouvez vous mettre en situation de chercher des solutions. Parce que si jamais vous trouvez une solution pour la transformation, alors on n'aura plus à se battre. Et c'est vraiment ça l'enjeu de la méthode. Alors, Planète C, c'est ce que l'on a fait. C'est juste une introduction à cette façon de faire. C'est une façon nouvelle de penser la décision collective. Euh, Elle peut se jouer dans des bureaux ici, c'était dans les bureaux de l'Agence française de développement. Elle sait jouer le même jeu avec des communautés indigènes ici en Colombie, euh, dans les bureaux de FSC à Bonn. Donc, vous voyez, ça s'adapte et ça parle à tout le monde. J'ai pas encore trouvé de groupe qui ne tire pas des enseignements de Planète C. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on le fait jouer. Et dans nos rapports, dans nos projets de recherche. Et notre objectif, c'est maintenant de le porter en dehors. Des jeux plus complexes peuvent être construits. Ils ressemblent, euh,
ils essaient de s'approcher au plus près de la problématique et c'est là que Tamara pourra plus présenter voilà, ce genre d'atelier. Tamara, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Du coup, je vais présenter quelques cas parmi plein d'autres, hein, quelques cas sur lesquels j'ai travaillé ces dernières années. Comme ça, je pourrais mieux répondre aux questions s'il y en a. Donc ça, c'est un jeu que, par exemple, on a créé au Cameroun c'était sur la dégradation et la restauration des forêts, justement. Donc le territoire là est représenté par des tuiles et les gens pendant une certaine partie de l'atelier, enfin ça se passait sur 2 jours et pendant la première journée, les gens simulaient leur pratique. Donc là, ils placent sur le plateau leurs activités, l'élevage, la pêche, l'agriculture, la cueillette de fruits et, euh, et, et avec leur pratique, on simulait la dégradation des forêts. Il y avait aussi la coupe de bois. Donc, on avait des forêts qui diminuaient, des sols qui se dégradaient, et les tuiles pouvaient changer de couleur. Quand on les retourne, elles ont une autre couleur qui montre que le sol est en train de se dégrader, par exemple. Et donc ça, pendant 2 jours, on simule et on débat sur les pratiques. Et pendant un jour. Et le deuxième jour, on demandait aux gens quelles sont vos solutions, quelles solutions vous imaginez pour que ça se passe autrement, pour qu'il y ait moins de dégradation. Et du coup, on passait dans la partie projection, quoi. Et là, c'est un moment super intéressant où les gens ils s'emparent du matériel du jeu, même des couleurs et tout ça, pour en faire autre chose et pour dire bon bah là, on prend du matériel additionnel. Ces arbres de couleur là, par exemple, là, les arbres vert fluo qu'on voit au milieu, c'est cette espèce qu'on met pour restaurer les sols. Enfin voilà, ils créent des nouvelles activités. Là, ils ont délimité quelque chose en jaune. Enfin, ça peut être ça, c'est une réserve dans laquelle on fait plus d'agriculture. Et ils commencent à imaginer des solutions sur leur territoire en s'emparant de l'outil. Et l'outil leur sert de support pour construire ces solutions et de support au débat. On n'est plus du tout dans cette dernière phase dans appliquer des règles, faire des tours et tout ça, mais dans un débat collectif, en fait, autour de qu'est-ce qu'on imagine pour notre territoire. Les gens passent de jouer leur rôle de paysan à devenir des décideurs presque, des décideurs pour leur territoire. Je ne sais pas si vous voulez des questions cas par cas ou en global après. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir. On peut passer à la diapo suivante. Claude. Juste, je crois que Clara prenait la parole, mais... Ah oui, d'accord. C'est parce que tu n'as pas ton micro, Clara. Oui, non, c'était juste Esther devait partir. Hein, vous avez Oui, vu, j'ai vu, donc, ouais. elle écoutera l'enregistrement. Et la question, c'est comment il n'y a pas de pré-système de gestion des activités avant. Il n'y a pas une organisation communautaire qui décide. En fait, chacun fait. Parce qu'à chaque fois, quand les jeux sont présentés, on a l'impression que les gens sont en roue libre, ils font ce qu'ils veulent au Non, départ. oui. Ah oui, oui. Tu veux dire Initialement, pour avant. animer le jeu ou tu parles pour... Non, je parle avant, là, leurs activités de pêche, de Oui. tout ça, elles sont à chaque fois, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas un processus de décision qui est établi au sein de la communauté. Chacun est en roue libre et fait ce qu'il veut. Ah non, il y a un processus de décision et du coup autour de la table, bon là la photo là c'est un plateau avec que des femmes, que les groupements de femmes. Donc c'était en fait on avait 4 plateaux dans cet atelier. Il y avait un plateau qui était dédié au groupement de femmes. Et après, c'est qui on invite, en fait, c'est hyper important, qui est-ce qu'on invite. Donc avant, il y a une étude souvent de terrain qui montre quel groupement existe, quelles instances de décision, de gouvernance existent dans les villages, qui est les chefs traditionnels, qui est partie prenante là, pour le coup, de la déforestation, la dégradation des sols sur ce territoire. Et selon cette petite enquête qu'on mène, on décide qui est invité, que ce soit représentatif un peu des instances qui sont importantes d'inviter, quoi. D'accord, qui peuvent trouver les moyens de décider autrement que oui, qui influent déjà sur les ressources et qui sont nécessaires d'inviter pour réfléchir collectivement et surtout des gens qui ont des pratiques différentes. Par exemple, sur la diapo suivante, on peut mettre, Claude, ouais. C'est l'expérience en... Ah non, c'était pas celle-là. Bon, vas-y. J'ai une petite question, moi, par rapport à ce que tu as dit sur ce jeu au Cameroun, là. Est-ce que tu as observé quand même des limites au jeu, quoi, parce que devenir paysan à décideur,
Bon, à travers le jeu, ça peut se comprendre, mais après, il y a la réalité, quoi. Oui, voilà. Et ça dépend vraiment des projets et c'est une importante question. C'est il y a cette donc ce qu'on collecte dans les jeux, on les fait remonter en fait plus haut aux politiques publiques. On fait remonter, c'est notre rôle en fait. On fait remonter on écrit et on fait remonter en langage rapport ce que les gens ils ont dit. On fait des PowerPoint, on fait des présentations et après ça se passe dans ces pays. C'est aux décideurs de voir comment ils s'en emparent ou pas. Et il y a certains programmes où carrément on fait le suivi vraiment de l'accompagnement même des politiques publiques pour mettre en place, je vais venir après, pour mettre en place, pour accompagner la mise en place des solutions portées par les paysans. Mais bon, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où des fois ça va, oui, rester lettre morte et ça aurait quand même facilité le dialogue dans le village et fait que les gens continuent à parler dans le village. Et je sais pas, Claude, tu as peut-être des exemples aussi de... Justement, je pense que parmi les récents développements de la méthode, il s'agit plus seulement de faire remonter la voix du village dans des Oui, oui. rapports et des PowerPoint, mais de faire remonter la voix du village via le jeu et donner Oui. aux décideurs l'expérience du jeu, mettre les décideurs dans la peau du fermier, mettre les décideurs dans la peau du petit producteur ou du citoyen, Oui, oui, c'est vrai. faire expérimenter dans le jeu eh ben, les impacts des politiques publiques qui sont pensées. Et c'est ça qui est le plus difficile parce que les puissants résistent, ne voient pas l'intérêt, ne souhaitent pas, ils sont incrédules, occupés et préoccupés à la fois et donc ne viennent pas nécessairement s'asseoir à la table. Mais quand on y arrive, ça a un effet transformateur. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour changer le système. Et du coup, on crée un dialogue entre les gens sur le terrain qui ont décrit le monde qui a donné les règles du jeu, qui ont joué et exploré des solutions, et les décideurs qui vont eux-mêmes se mettre à jouer avec la vision qui vient du terrain et qui vont peut-être aussi trouver des façons différentes de jouer Oui. et surtout qui vont proposer des nouvelles règles du jeu. Et c'est Alors ainsi oui, ouais. créer des architectes. Oui, oui, en fait, en plus, justement, dans ce projet-là au Cameroun, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a fait des ateliers dans une dizaine de villages. Ensuite, on s'est saisi des propositions des paysans, on les a intégrées dans le jeu et on a fait jouer à plus haut niveau les représentants des politiques publiques, des décideurs, même du gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la Mais puissance après, il y a encore un pas, Claude, entre ça et la mise en œuvre, quand même. Oui, Dans bien ce sûr. cas-là, le Ouais. jeu est un outil d'aide à la décision, c'est ça? Oui. Ah, Ben, Comment on peut le situer, ce jeu, quoi, ce que le jeu fait, c'est que donc, les règles du jeu, c'est de l'information. C'est un modèle. Hein. Un jeu, c'est un modèle. La différence étant que le joueur intègre le modèle et par le jeu, le joueur éprouve des émotions. Vous l'avez vu hier. Et ces émotions donnent du sens à l'information. Et c'est ça qui manque dans les rapports du GIEC, ça n'a pas forcément de sens s'il n'y a pas de réponse émotionnelle. Et ça débloque la façon de penser des décideurs. Et c'est comme ça que l'on a changé euh, le, 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 le mécanisme ISPO en Indonésie, ISPO Indonesian Sustainable Oil Palm Certification Scheme. Ce sont les fonctionnaires du ministère qui, en jouant le jeu que l'on avait construit sur le terrain, ont d'eux-mêmes proposé des modifications du système de certification que eux avaient pensé avant. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, que ce n'était pas bon, que ça allait avoir des effets contre-productifs. Et ça, excuse-moi, c'est le jeu permet aussi, avant qu'il soit utilisé pour modéliser d'autres prises de décision, à modéliser les problèmes qui se posent sur le terrain avec la façon de décider qui a été mise en place, quoi. Oui. Par exemple, toutes les pressions sur les territoires avec les exploitations de pêche, de coupe des bois, tout ça, elles sont jouées avec le système actuel et après les gens cherchent, c'est ça l'idée. Oui. En fait. Oui. Donc, on part du présent et on essaye de voir comment on peut modifier les règles pour arriver à une gestion plus intégrée. Alors, ça passe en 3 étapes.
D'abord, on voit apparaître les problèmes, hein, et quand on les voit apparaître dans le jeu, quand les gens lui disent c'est ma réalité, et on a ce retour souvent dans les jeux, on sait qu'on a on a un bon modèle, on a quelque chose qui est utilisable. Donc d'abord, on comprend. La deuxième étape, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement jouer différemment, agir différemment? Et c'est là qu'on dit, ah, mais en fait, je pourrais faire des alliances, je pourrais créer des coopératives. Donc déjà, il y a une marge de manœuvre sans changer les règles du jeu. Est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas s'organiser différemment? Et il y a une troisième question qui est la plus intéressante, aussi la plus difficile, c'est, OK, on a vu ce qu'on pouvait faire en faisant différemment, mais en fait, il va falloir changer des règles du jeu. Et je ne vais pas changer la loi de la gravité, je ne vais pas changer la thermodynamique, mais par contre, je peux changer jusqu'à la constitution si c'était nécessaire. Oui. Et c'est ça, donc, et c'est une décision collective. Comprendre, apprendre à mieux gérer et transformer le système sur une base commune qui est l'expérience du jeu et l'ensemble des règles qui sont acceptées comme une représentation valable du monde. Tamara, est-ce que tu veux parler un peu? Oui, je vais partager mon écran parce que je vois que il manque une diapo. Et je vais D'accord. juste mettre la photo parce que j'étais trop fatiguée. Et après, tu reprendras le PowerPoint. Donc, bon, c'est pas une belle photo, mais c'est la photo la seule que j'ai dans mon téléphone de mon expérience en Côte d'Ivoire dont je suis rentrée hier. Donc là, c'était sur la certification du caoutchouc par le FSC. Et autour de la table, on a des représentants des petits producteurs du caoutchouc, des représentants des industriels, des représentants du ministère, de la société civile, voilà, autour de la filière caoutchouc en Côte d'Ivoire. Et on a commencé par les faire jouer à un jeu que Claude a évoqué hier, qui a été construit par Claude sur l'huile de palme, qui avait été construit pour l'huile de palme au Cameroun, qui s'appelle Copalcam. Et là, ils sont en train d'y jouer. Donc, on a simulé donc là, les gens, c'était différent avant le jeu qu'on a vu avant. Les gens étaient dans leur propre rôle. Là, les gens se mettaient dans la peau de producteurs d'huile de palme, de transporteurs d'huile de palme, d'industriels de l'huile de palme. Et donc, on a d'abord joué à ce jeu, ce qui a permis d'avoir plein de débats sur la filière huile de palme qui peut avoir des similarités avec la filière du caoutchouc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a introduit la certification. Donc ça, c'était un élément nouveau qui n'était pas prévu dans le jeu à la base. Enfin, si, un peu, peut-être, vous l'avez déjà utilisé, la certification. Bon, en tout cas, on a introduit la certification et on a glissé lentement vers le débat du caoutchouc. Et les gens s'étaient emparés, en fait, du jeu et de eux-mêmes, ils glissaient de l'huile de palme au caoutchouc. En fait, ça s'est plutôt passé dans les débats. Pareil, moi, je trouve c'est assez intéressant le moment d'abord où on joue en suivant des règles, des tours, les règles du jeu, et après le moment où les gens s'approprient l'outil et s'en servent comme un instrument de débat. Et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé là encore. Le deuxième jour, en gardant le même jeu, les gens de eux-mêmes ont commencé à débattre pendant le jeu sur la certification, pourquoi, en glissant sur le sujet du caoutchouc aussi. Voilà, donc là, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu où chacun a une petite carte de rôle devant soi et il y a plusieurs espaces dans la salle. Il y a l'espace des industriels, le bureau au fond, là où tout le monde va. Il y avait la banque, les transporteurs et les paysans autour de la table avec des gros producteurs, des petits producteurs, avec des fiches de rôle un peu différents et des objectifs un peu différents pour chacun. Donc voilà, un autre exemple. Et là, qui participe, quoi, en fait? Comment vous faites pour trouver les joueurs? Est-ce que c'est facile de trouver des joueurs? Oui, les gens en général sont super intéressés en fait parce que c'est leur sujet. C'est pas des joueurs, là c'était un atelier de 3 jours sur la certification et les gens qui étaient venus sont intéressés par cette problématique, veulent parler de la certification et on fait un panel en fait des gens représentant. Il y a un panel, vous faites un panel? Ah oui, voilà, c'est ce que je disais avant. C'est la même chose que pour la question de Clara d'avant. On fait une glisse. Déjà, non? C'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Il y a une sélection. Ouais, il y a une sélection, ouais. Il faut que ce soit représentatif du paysage, du sujet sur lequel on est. Et en général, pour ça, on travaille avec les organisations locales pour savoir qui inviter, quelles sont les personnes pertinentes à inviter. Claude, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, pour qu'une séance ait un impact, il faut et qu'elle transforme un système, il faut qu'il y ait 5 ingrédients. Le premier ingrédient, vous l'a décrit, c'est un modèle qui représente les contraintes sur le terrain. Un faux modèle, un modèle qui fonctionne de travers et pourrait être dangereux. Donc ça, c'est notre métier de construire avec les gens au plus près de leur compréhension. Donc il faut un modèle.
il faut de la facilitation. On ne peut pas donner la boîte du jeu et dire allez, débrouillez-vous, parce que certaines de ces discussions sont compliquées, parce que les gens ont besoin d'être aidés. Et donc voilà, il faut. Ma caméra a décidé qu'elle prenait des vacances. Mhm. Voilà, et donc il faut de la facilitation. Ça, c'est les deux ingrédients. Et là encore, c'est notre savoir-faire, notre expertise. On peut se former, et d'ailleurs, on forme des gens. C'est bon. Mais il en reste trois autres ingrédients qui sont en dehors de notre sphère de contrôle. La première, enfin, le troisième ingrédient, c'est qu'il faut que quelqu'un appelle à la séance de jeu. Clara, si tu n'avais pas intervenu, on n'aurait pas joué hier. Il faut que quelqu'un dise, tiens, ça c'est intéressant pour les problèmes qui m'intéressent, ou pour le travail que je fais, ou pour le projet que j'ai, ou pour le grand débat national que j'ai. Cette méthode est intéressante. Donc il faut que quelqu'un dise, oui, c'est intéressant, et je vous invite à venir. Et ça, c'est en fait l'élément clé, l'élément fondateur. Un déclencheur, quoi. Déclencheur. Et ça demande de la curiosité, de l'intérêt, du courage parfois, parce que on peut être en train de travailler sur des thèmes très conflictuels et annoncer, attention, on va faire jouer un jeu pour débloquer le problème des méga-bassines. Qui aurait le courage d'annoncer ça? Ça marcherait. Donc, Mal de sujets, en fait, qui s'y prêtent, quoi. en fait, et on appelle ça, c'est qui va jouer le rôle de l'hôte. Les deux autres ingrédients qui manquent, c'est les joueurs. Effectivement, c'est pas n'importe qui. Si je fais venir des stagiaires, si je fais venir des étudiants, ça va être super. Ils vont peut-être trouver des trucs super intéressants, mais s'ils n'ont pas, eux, le pouvoir d'agir sur ce qu'ils ont compris, sur le dossier. Éviter la figuration, quoi. Exactement. Ouais. Il faut que ce soit des gens qui soient soit mandatés, soit qui aient du pouvoir, soit de par leur rôle dans le système. Si c'est des fermiers, ils vont se mettre à changer peut-être les choses, à faire les choses différentes. Donc, il va falloir choisir qui vient jouer. Donc, les joueurs. Et le dernier élément, c'est le temps. Il faut trouver le temps dans l'agenda. Il faut dégager 3 heures pour jouer à Planète C. Tamara, tu es resté combien de jours en Côte d'Ivoire là? 4 jours. 4 jours. Voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir avec. Pour un exemple, pendant 2 ans au bassin du Congo, dans le bassin du Congo, FSC, les entreprises forestières, les gouvernements, les ONG de conservation et les représentants des peuples autochtones ont essayé de se mettre d'accord sur des règles de gestion des forêts intactes. 2 ans. Avec des réunions, des meetings, des bases de données, de la facilitation. En 3 jours, grâce au jeu, ils ont trouvé un accord. Donc, c'est une méthode terriblement efficace pour construire des accords. Tamara, tu peux dire ce que vous avez fait au Sénégal récemment? Oui, je vais y venir. Je commence par Territories en général et je vais arriver au Sénégal. D'accord. Si là, vous voyez un nouveau truc là? Oui, on le voit. D'accord. Donc ça, c'est un jeu qui a été créé par Patrick Daquino, un chercheur du CIRAD, qui s'appelle Territories. Et c'est un jeu qu'on utilise dans plein de contextes différents parce que justement, vous voyez, il est assez abstrait et les tuiles, les petits carrés, là, on a plein de couleurs différentes. Et selon les projets, en fait, on change la signification de ces couleurs. Le bleu peut être de l'eau, mais peut être aussi une réserve naturelle. Ça dépend de... Voilà, on reconstruit les règles à chaque fois et on utilise tout le temps le même matériel. Et en fait, ce jeu, il a été utilisé au début au Sénégal pour faire des plans d'occupation des sols, pour que les gens fassent des zonages, en fait, participent à des zonages sur décider, cette zone-là, on la dédie plutôt en saison sèche à l'élevage, cette zone-là, on la laisse pendant 2 ans se régénérer, cette zone-là, voilà, qu'ils fassent un zonage de leur territoire pour une meilleure gestion, un zonage collectif. Et donc, comment on procède avec cet outil-là? C'est que on amène le jeu brut, en fait, où il n'y a pas de signification, on leur fait jouer une ancienne version construite par d'autres gens, et on passe un temps, la première journée, à construire les règles complètement du jeu avec les paysans qui s'approprient l'outil et qui fabriquent leur jeu, en fait. Et ça, on anime cette chose-là, ils fabriquent leur jeu, les règles du jeu, comment ça se passe, les récoltes, combien ça se vend, où est-ce que ce territoire, il représente quoi, où est-ce qu'il est le village, quelle est la mécanique entière du jeu, on la construit avec les gens. Et après, le 2e jour, on joue le jeu qu'ils ont inventé. Le 3e jour, on pense, on imagine des futurs possibles, on se projette, justement comme dans le jeu avant au Cameroun, on essaie de construire les règles que nous on veut, enfin que eux ils veulent sur leur territoire.
et de les expérimenter via le jeu. Le troisième jour, ça ressemble presque à du théâtre forum, vraiment. Les gens prennent des rôles. Par exemple, ils vont dire, eh ben cette zone-là, on voudrait que ce soit, je dis n'importe quoi, que ce soit une forêt classée. Donc on va leur dire, ok, il faut quoi en fait pour que ce soit une forêt classée? Il faut aller voir qui? Il faut aller voir le ministère. Mais est-ce que c'est vous, paysans, qui allez voir le ministère? Non, ce serait, je sais pas, le comité de gestion du village. Et du coup, on donne des rôles à chacun. On rebat les rôles. On dit, bon bah toi tu vas faire le préfet, toi tu vas faire le ministère, toi tu vas faire le président du comité de gestion. Et on simule avec les gens dans les rôles et les gens simulent. Et à chaque fois, on les pousse plus loin dans la réflexion pour que ce soit très concret, quoi. On essaie d'aller vers le plus concret possible. Qui est-ce qu'il faut aller voir? Qui est-ce qui fait ça? Il faut écrire une lettre. Et ben, qui est-ce qui l'écrit? Allez, on l'écrit, on le fait. Et on simule tout ça dans le jeu jusqu'à avoir mis en place une stratégie collective complète. Et ce jeu-là, alors en 2000, il y a un petit film, je vous le partagerai après dans la discussion. Il a été utilisé au Sénégal. Il y a une réforme foncière qui est en cours, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs. Et en 2014, les paysans sont battus pour que leur voix soit entendue dans le cadre de la rédaction de cette réforme foncière, parce que les paysans représentent 90% de la population. Ils ne voulaient pas que ce soit écrit seulement par des ministères. Ils voulaient écrire leur propre réforme et la soumettre à la commission gouvernement qui s'occupait de ça. Et le jeu déjà était beaucoup utilisé au Sénégal parce qu'il est porté par une ONG qui est très connue par des paysans. Et les paysans ont décidé d'utiliser ce jeu pour construire ensemble des règles à soumettre au gouvernement pour la réforme foncière. Et donc, on a fait un atelier de 4 jours avec des centaines de personnes. On avait là, j'ai pas de photo avec moi, c'est dommage. On avait des dizaines de plateaux avec des représentants de tout le pays, des éleveurs, des agriculteurs. Ils ont utilisé le jeu pour construire des règles pour la future réforme foncière. On avait des juristes sénégalais qui ont réécrit ces règles en langage juridique, qui les ont soumis aux paysans et qui les ont portées à la commission gouvernementale. Voilà, c'est la proposition des paysans dans le cadre de la réforme foncière. Il y a un petit film sur tout ce processus, je vous le partagerai. Et alors ça, c'était en Afrique, mais est-ce qu'on peut imaginer la même chose en Europe, en France, par exemple, sur les mégabassines? Est-ce que c'est dans les mœurs de la décision publique, ce type de... Alors, la méthode a été inventée et appliquée. Vous nous parlez de l'Indonésie, du Sénégal, c'est bien, ça fonctionne, mais comment ça pourrait être importé ici? Julien? Ouais. En fait, la méthode est apparue en France. Elle a été conçue et pensée en France. Il y a des exemples d'applications sur l'île d'Ouessant, sur le Cosméjean, en mer d'Iroise. On a des collègues à La Rochelle, on a des collègues à Brest, on a des collègues à Clermont-Ferrand. Donc, il y a des exemples d'applications. Et ce que l'on cherche, et c'est la raison pour laquelle on vient à votre rencontre, ce que l'on cherche avec Planète C, c'est de rendre visible cette méthode et la rendre beaucoup plus acceptable. Hein, comme je l'expliquais, le tabou de venir... qui pense qu'avec un jeu, on va pouvoir trouver des solutions aux gros problèmes sociaux d'aujourd'hui? Eh ben, peu de gens, parce que peu de gens connaissent et cette méthode et ce travail et la puissance de l'outil. Excuse-moi, quand tu parles d'expérimentation à l'île d'Ouessant ou en mer d'Iroise, c'est avec le jeu Planète C? Non, c'est ce que Tamara vous a expliqué. C'est des jeux construits exprès de cette façon. Ouais. Vous avez vu, il y a l'INRAE, il y a AgroParisTech, il y a le CIRAD. Alors, donc le CIRAD, c'est à l'étranger. Mais on a aussi, il y a l'unité, l'UMR à Mur, à Brest, qui fait ça. Gamae à Clermont-Ferrand travaille sur ces exemples-là. Mais la gestion de l'eau dans le marais Poitevin, ça, vous n'avez pas encore... Il y a des exemples aussi. Alors, il y a l'association, donc on en a parlé hier un petit peu, l'association Commode qui rassemble, donc cette approche s'appelle modélisation d'accompagnement. En anglais, Companion Modeling. Ça donne l'acronyme Commode. L'association Commode ressemble tous les chercheurs et experts qui utilisent cette méthode en France. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres en Suisse, puisque depuis 10 ans, on en forme. Il y en a aussi aux Pays-Bas. C'est en gros les 3 centres où cette méthode est le plus connue. Mais le cœur historique, il est en France. Alors, il se trouve que les photos que Tamara et moi, nous pouvons vous montrer sont issues des projets sur lesquels on travaille. Je suis tropicaliste et Tamara, elle est spécialisée
dans, en Afrique de l'Ouest. Donc, effectivement, mais il y a des exemples d'applications euh, en France déjà. Je vais aller, je finis vite fait pour qu'on passe au débat, au discours, enfin aux questions-réponses. Donc là, voilà, c'est juste une petite photo pour montrer, c'est cette troisième phase où les gens se sont réappropriés le plateau. Donc là, ils ont, je sais plus ce qui se passe, hein. Je crois que sur les post-it, c'est marqué le type de dégradation très précisément qu'il y a sur chaque parcelle. Là, c'était plutôt de la pollution chimique. Là, c'est plutôt ça, ça, ça. Ils ont créé un canal. Ils ont même mis des tuiles à cheval sur d'autres tuiles. Bon, je suis incapable de me rappeler ce que signifiait chaque truc, mais pour eux, ça avait beaucoup de sens au moment où ils le faisaient. Et donc, je vais passer au projet qu'on a fait avec Elif, justement, au Sénégal. Au Sénégal, oui, je partage une dernière photo. Je les ai sur le PowerPoint si tu veux. Bon, Ah oui, ouais, vas-y, c'est moi aussi. Vas-y, vas-y. Oui, pardon. Ouais. Bon. En fait, voilà, donc ça, c'était un projet au Sénégal sur les engagements volontaires. Donc, le but, c'était d'amener le secteur privé. C'est dans une zone où il y a beaucoup de pression sur les ressources, une zone assez fertile du Sénégal, où il y a à la fois beaucoup de paysannerie, mais aussi des mines, des carrières, des grosses usines, voilà. Et le but, c'était d'amener autour de la table tous les gens qui opèrent une certaine pression sur les ressources et pour qu'ils discutent et qu'ils s'engagent pour le futur à changer leurs pratiques. Et donc, voilà, des personnes sont venues et ça a donné des engagements. Mais alors, voilà, la chose intéressante, c'était qu'il y avait très peu, en fait, sont venus à l'atelier très peu de représentants des mines et des très grosses industries. Il y avait des représentants des petits producteurs, des groupements paysans, des petites entreprises, mais ne sont pas venus aux ateliers les plus gros, quoi. Et du coup, il y a eu toute une partie de l'atelier où on a travaillé avec le jeu pour que les gens ils construisent leurs propres engagements. Donc, ils décident de changer leurs pratiques. Et puis, les gens, ils ont voulu travailler sur quelle stratégie ensemble on peut mettre en œuvre pour faire venir les plus gros à des prochains ateliers. Et ils ont voulu participer à ça. Comment on les fait venir? Et on a détourné l'objectif premier du jeu et on s'est servi du jeu pour faire ça, pour symboliser qui est-ce qu'on va voir, déjà où sont ces entreprises, qui elles sont, quelle pollution elles opèrent, quelle pression elles opèrent sur les ressources et quel levier on a nous pour aller communiquer avec eux. Donc tous les gens présents commençaient à travailler là-dessus. Donc ce que vous voyez sur le tableau, acteurs, stratégie, c'était les acteurs à contacter, les stratégies à mettre en place. Et après, dans les stratégies, on a été de plus en plus loin. Quelles sont les étapes concrètes d'action, de stratégie collective d'action pour aller au bout et arriver à pouvoir parler, à faire changer, à s'engager les plus grosses entreprises. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le jeu sert, disons, à collectivement mettre en place un plan d'action. Ouais, là, en tout cas, il a aussi servi à ça et c'était pas un truc qu'on avait prévu à la base, mais on s'est adapté pour ça. Et là, pour le coup, il y avait des ONG qui participaient à ces ateliers et ces ONG, en ce moment même, elles ont pris en charge l'accompagnement des stratégies proposées par les joueurs et c'est en train de se faire. Du coup. On utilise le mot jeu de stratégie parce que c'est un jeu pour construire des stratégies collectives. Alors, si tout le monde est autour de la table, on peut les construire tous ensemble. Si des gens ne viennent pas à la table, on peut quand même construire des stratégies pour savoir comment faire. Exactement l'exemple que Tamara a donné. Voilà. Tout l'enjeu, c'est le monde, on vous l'a expliqué, le monde est trop complexe pour réfléchir. Pour réfléchir, on a besoin d'outils. Et le jeu nous sert à construire des stratégies collectives. Et puis, on peut tester, on peut voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas. On peut imaginer des stratégies pour battre en brèche les stratégies. On peut faire des stress tests, des approches type Red Team, etc. C'est rendre, et c'est en ce sens que les décisions issues de ce genre de processus sont plus robustes, sont plus solides, parce qu'elles ont été mieux pensées, avec une multitude de perspectives. Voilà, donc on a d'autres. Ça marche très bien pour l'enseignement et pour l'engagement, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir amener les gens qui ont du pouvoir à les utiliser afin de transformer le système dans un dialogue avec les gens qui n'ont pas le pouvoir. C'est vraiment essayer de faire ce dialogue entre les niveaux de décision. Et voilà, et quand ça marche, des photos où les gens sont heureux d'avoir trouvé des solutions, c'est précieux, quoi. Alors,
on pourrait aller, il y aurait encore des choses à dire, hein. Quelques liens peut-être, quelques liens qui pourraient. Donc la FRB qui a repris certains de ces éléments. Donc il y a des textes qui ont été publiés dans de divulgation sur certaines de ces idées, euh, en anglais, en français. Il y a il y a un TED Talk aussi, mais je ne sais pas si vous voyez. Ouais, si vous avez le lien, le QR code vous envoie vers des TED Talks. Il y en a un en anglais, il y en a d'autres en français. Enfin voilà, cette méthode, euh, enfin, Tamara, tu en fais tu travailles dessus depuis quand, toi? Moi, je travaille dessus depuis, je dirais, ma première expérience, c'était en 2005 en Nouvelle-Calédonie. Hmm, Mais après, j'ai fait d'autres choses et je me suis vraiment mis à mon compte pour travailler dessus à partir de 2013, je dirais. 2013. Le moment clé pour moi, c'était en 2009. Je connaissais déjà la méthode, puisqu'en 98, déjà, j'avais eu l'opportunité de tester. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est surtout en 2009 que j'ai commencé à travailler de façon. Et hop, juste, je voulais juste vous montrer ça. Donc, ça, c'est la tribune qu'on a publiée la semaine dernière dans Le Monde. Elle parle de ces trois concepts qui sont en fait sous-jacents sur tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est qu'un problème sournois? Et aider et familiariser les gens avec ce concept. Les problèmes sournois sont des problèmes où on n'a pas d'accord sur la définition, et c'est pour ça que les gens ne viennent pas forcément à la table. Quand on est dans ces situations, la science post-normale, et là vous avez le travail de Silvio Funtovic, le philosophe, explique que quand il y a des incertitudes, quand il y a des valeurs qui sont contestées, quand il y a des enjeux importants, on ne peut pas se reposer sur des approches classiques de la science. On ne peut pas on peut pas se contenter de gérer avec des cabinets de consultance. Et ça parle à tous les Français aujourd'hui. Il faut ouvrir le champ de la décision à à d'autres expériences, à des citoyens, à d'autres champs de compétences. Alors ça s'appelle ici aussi de la science, mais c'est pas que pour les chercheurs. C'est justement ouvrir les citoyens et les faire venir dans le champ de la décision. Ça a été très bien formulé depuis les années 90 avec les travaux de Funtovitz. Et le dernier élément, c'est que, et c'est ce qu'on disait, attention à la figuration. Ce papier de la sociologue Arnstein en 69 a conceptualisé cette échelle de participation citoyenne et des choses qui se ressemblent dans la forme peuvent être totalement différentes dans le fond. Et sous prétexte de faire un partenariat, je peux faire de l'apaisement ou juste de l'information, voire même de la manipulation. Ouais. Utiliser ça dans les processus de dialogue euh, et être capable de dire, attention, on n'a pas toujours besoin d'être en contrôle citoyen. C'est parfaitement OK de faire de la consultation. On est monter sur l'échelle entraîne des coûts qui sont considérables. Donc, mais être capable de communiquer sur quel est le niveau d'implication des citoyens attendu pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de fausses attentes, de croire que je suis invité à la table alors qu'en réalité je ne suis que informé. Et ça pourrait éviter, par exemple, le, le- la très belle expérience de la Convention citoyenne pour le climat qui, au final, a abouti à des choses qui laissent tout le monde un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de communication. Donc, vous voyez, ces trois concepts-là euh, sont fondateurs sur toute cette approche que nous vous avons présentée. Notre objectif, c'est d'aider les gens à penser le plus largement possible l'éventail des possibles. Et c'est, des experts vont vous dire ce qui est probable, les experts vont vous dire ce qui est projeté, euh, les gens raisonnables vont vous dire ce qui est potentiellement va arriver, mais en fait, il faut ouvrir le champ. Parce que si vous regardez, les futurs préférables sont aussi là. Et plus on est capable d'ouvrir ça ensemble, avec des garde-fous méthodologiques, meilleure sera notre décision. Mm. On- Moi, je vais me taire parce que je parle beaucoup. Mais voilà, on a énormément de choses qu'on voulait partager avec Ouais, c'est une approche qui est intéressante, effectivement. Ouais, c'est drôle parce que nous, je consacre justement un numéro spécial sur la décision publique, là, vous. puisqu'il y a, en fait, on était partenaire média
des entretiens territoriaux de Strasbourg. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit peu le rendez-vous des responsables en collectivité qui se retrouvent chaque année à Strasbourg. C'est organisé par l'INET, quoi. C'est l'Institut national des études territoriales. C'est un peu l'équivalent de l'ENA pour les territoriaux, quoi. Et ils ont fait ces entretiens sur la décision publique. Et c'est vrai que du coup, ont été abordées la nécessité d'avoir des décisions plus participatives. Finalement, le jeu, c'est une manière d'embarquer les habitants, quoi. Enfin, un peu toutes les parties prenantes, quoi, sur la prise de décision. Donc, c'est une approche intéressante. Et, Et ce serait bien de la retrouver aussi dans la formation qui est en ce moment donnée aux décideurs publics, quoi, à la haute fonction publique, là, puisque les grands esprits se rencontrent, hein. C'est un de nos objectifs, hein. On est en train de... Moi, j'ai eu la possibilité d'assister comme ça à une demi-journée de formation là, des 200 patrons de l'administration française. Ça a eu lieu là à l'Institut national du service public. Et bon, c'est vrai que je pense qu'un jeu de ce type aurait toute sa place pour un peu, disons, impliquer davantage les décideurs. Ouais, si vous pouvez On nous était aider en mode de formation classique. C'est vrai qu'il y avait une intervention de The Shift Project, oui. voilà, qui a fait pas mal de slides et de chiffres sur la transition écologique. Il y avait un atelier aussi. Bon, il y avait une fresque du climat. Voilà, mais bon, voilà, ça reste très macro, quoi. Finalement, les patrons qui étaient là, ils écoutaient tout en regardant leur smartphone, quoi. Oui, ouais. Bon, c'est Alors, un peu. Voilà. ouais. Ben, on est convaincu de ça. Si vous pouvez nous aider à faire passer le message. Ben, en tout cas, moi, je vais consacrer un article, quoi, et je sais qu'on est lu dans les sphères du pouvoir, donc voilà, en tout cas, l'approche est intéressante, quoi. Merci. Puis le fait effectivement d'avoir vécu l'expérience, ça permet de mieux appréhender et de s'approprier l'outil, quoi. Bah, écoute, merci Julien. Clara, tu veux rajouter quelque chose? Moi, la question qui me vient quand même à travers tout ça, c'est sur la forêt, à qui appartient la forêt? Et en fait, au niveau des décisions, c'est vrai on a toujours l'impression, dans tous les jeux qui ont été présentés, que chacun a son pouvoir de décision et qu'il n'y a pas du tout ni propriétaire, ni communauté. Moi, je pensais par rapport à la forêt tropicale, je connais un peu l'Amazonie, je sais qu'il y a des communautés indigènes qui gèrent déjà traditionnellement les forêts et qui, paraît-il, les géraient de manière tout à fait correcte. Et en fait, c'est des décisions politiques qui ont un peu foutu le bazar dans tout ça. Et est-ce que, comment s'intègrent les décideurs, hein, dans ceux qui vont subir les décisions? Enfin, ma question n'est pas claire, j'arrive pas à la formuler, mais quelle est l'interaction? Enfin, comment dans le jeu on fait ressortir ces enjeux-là? Alors, ce sont des règles. Tu viens d'énoncer des règles du jeu. Donc, D'accord. si on a construit un jeu sur la filière soja, par exemple, au Brésil, entre l'Amazonie et le Cerrado. Il y a des règles il y a des titres fonciers, il y a un code forestier qui s'applique. Ce sont des règles du jeu. Et à la différence des règles physiques, les règles du jeu peuvent changer si les gens décident de mettre en place les démarches nécessaires. Mais voilà, donc non, dans aucun système il y a un vide et on part d'une table rase. Le jeu que vous avez fait hier, c'est juste voilà, c'est Oui, c'était très une découverte simple, de l'approche. que... C'est une découverte de l'approche et on Ouais. vous a donné effectivement aucun cadre, si ce n'est oui, il y a quelqu'un qui vient mettre des panneaux. Donc il Ouais. faut bien faire. C'est un modèle abstrait et générique.
Mm, Les autres modèles ont des règles beaucoup plus complexes. Il faut des heures peut-être parfois pour apprendre à les jouer bien, quand ce n'est pas votre domaine. Oui, parce que là, Et en plus, on était chacun chef d'un clan, mais voilà. il n'y avait pas de compétition entre les clans, il n'y avait pas, enfin, tout Ah, le monde était, voilà, il y avait des règles qui étaient un peu des règles mm, bisounours, quoi. Enfin, mm. dans le sens où on avait chacun notre équipe à faire nourrir, mais où on engageait de la coopération, mais on aurait pu aussi se voler les stocks. Et ça arrive, Clara. Ça arrive D'accord, ça arrive aussi dans ce. dans les jeux, ça arrive. Dans ce jeu-là, dans Planète C, des fois, par exemple, les villageois vont expulser quelqu'un, j'ai vu les villageois expulser le gestionnaire de parc en disant t'es pas légitime, dégage, c'est pas ton territoire. J'ai vu voilà, il y a des conflits territoriaux. Tu dis que vous avez été, des fois, les gens viennent envahir le territoire de l'autre. Quelqu'un dit ça, c'est mon territoire, venez pas, et les autres y rentrent et on rentre en conflit. Non, non, ça fait partie de la démarche. Les gens sont libres d'explorer le monde qu'ils veulent et de se comporter de la façon dont ils veulent. Ouais, Souvent, une des critiques, c'est enfin, une des critiques qui est soulevée avec ces approches quand on en parle, c'est oui, mais voilà, les bisounours, c'est pas par hasard que tu les cites, on l'a déjà entendu. Il y a, à aucun moment, il y a ce présupposé dans les règles du jeu. Et au contraire, si vous développez des stratégies bisounours et que moi je viens jouer et que je joue une opposition déterminée, intelligente et absolument dénuée d'empathie, il va bien falloir que votre stratégie enfin, soit capable de gérer ça. Donc, non, c'est de la stratégie. Mais quand on est tous dans un réseau d'entraide, en fait, ça marche mieux. Et c'est ça qui est fascinant. Ça peut aider à cette prise de conscience. Mm. Bon, et sinon, les prochaines étapes, là, c'est quoi, là, cette année, là, vous avez des... Alors, donc, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est les projets qui utilisent les jeux pour la prise de décision. Donc là, on a des demandes et on y répond. Alors, soit pour des appels d'offres, soit des demandes directes. Et ça vient souvent soit via les centres de recherche, soit via les entreprises de consulting. J'aime pas ce mot-là. Les bureaux d'études, voilà. Les bureaux bureaux d'études. d'études ou c'est des agences de conseil, quoi, Oui, alors travaillez pas on est des pour bureaux d'études. L'ISOD et l'IF, McKinsey? voilà, l'IF et l'ISOD sont des bureaux d'études, clairement. Euh, alors, ben, mais, donc ça c'est une chose et ça continue. Par contre, Planète C, c'est un peu différent parce que Planète C, vous l'avez vu, c'est un consortium. Et le collectif Planète C. Et là, notre objectif, c'est justement, là pour l'instant, on s'est fixé l'objectif d'arriver à être intégré dans la formation des 25 000 fonctionnaires. C'est clairement, on pense que c'est important. On pense que ça mérite de se battre pour arriver à être là parce qu'on pense qu'on apporte un complément à la claque. C'est comme ça qu'on appelle la présentation du GIEC. On apporte un complément à la claque, on apporte un complément à la fresque du climat, on apporte un complément aux ateliers d'automne et à la formation qu'ils vont recevoir, que les scientifiques sont en train de concevoir. On pense qu'avec Planète C, on aide les gens à passer à l'acte. On aide les gens à prendre conscience de leur blocage interne et on les aide à penser différemment. C'est un changement de posture qui est nécessaire. Donc notre objectif, Planète C, c'est qu'il soit intégré dans la formation de 25 000 fonctionnaires. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, notre objectif est quand même d'être vu et de toucher le plus grand nombre. On aimerait, on rêve d'un déploiement qui suive les traces de la fresque du climat. Ça, c'est le... OK. Ok, bah c'est assez clair. Merci en tout cas pour la présentation, hein, puis le jeu hier. ouais, oui, super. Merci à Clara d'avoir organisé cet échange. Ouais, merci Clara. Ouais, merci, c'est super. Je me suis dit que ça nous intéressait en tant que journaliste et que effectivement sur la communication aux politiques, aux décisionnaires, on avait peut-être là aussi notre rôle à jouer, quoi. Voir là avec la certification du caoutchouc,
un exemple concret de mise en place d'une décision.